Jean-Michel Sossois, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit dans la collection Idées reçues un ouvrage sur le capitalisme, un Dieu sans Bible. À votre sens, quelle est l'idée reçue la plus marquante sur le capitalisme? Bien, bah, écoutez, dans le livre, il y a en fait 12 idées reçues. Et je pense qu'une des idées les plus marquantes actuellement, c'est le fait de dire que l'actionnaire est l'acteur clé et l'actionnaire est propriétaire de l'entreprise. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'actionnaire doit se soucier, comme un bon propriétaire, de la bonne conduite de l'entreprise, de la bonne marche de l'entreprise, et que finalement on attend de lui un comportement de bon propriétaire. Alors, on doit cette idée reçue qu'on retrouve pratiquement dans tous les journaux financiers. On doit cette idée reçue à deux économistes euh, américains qui, en 1976, ont publié un petit article dans une revue prestigieuse qui s'appelle The Journal of Financial Economics. Et dans cet article, qui a été publié mais à des centaines de milliers d'exemplaires, dans cet article, les deux auteurs expriment leur indignation. Alors, ce n'est pas du tout une indignation à la Stéphane Hessel, c'est une indignation consistant à dire que les actionnaires des grandes entreprises les grandes entreprises cotées en bourse, sont très mal traités par les dirigeants qui ne pensent qu'à eux, à leur note de frais, euh, à leur carrière finalement bureaucratique. Et les dirigeants oublient quelque chose d'essentiel, oublient le fait que les actionnaires sont les acteurs clés et ces actionnaires n'ont aucune garantie finalement contractuelle que l'argent qu'ils ont mis au pot va être rentabilisé. Et ces deux auteurs américains disent ben, regardez, les salariés, eux au moins, ils ont un contrat de travail. Les fournisseurs, eux aussi, ils ont un contrat de fournisseur. Et les seuls, finalement, qui n'ont aucune garantie contractuelle, ce sont les actionnaires. Donc, il faut remettre les choses en place. Et remettre les choses en place, ça consiste à réinventer une définition d'entreprise et remettre de l'ordre, retrouver un nouvel ordre hiérarchique entre les actionnaires et les dirigeants. Ça va être ce qu'on appelle dans le jargon de la théorie économique la théorie du principal agent. L'actionnaire va être le principal et l'agent sera le dirigeant. Donc, l'actionnaire va commander, entre guillemets, et pour la première fois va prendre toute sa place, une place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Alors, vous voyez qu'on est en pleine période, les fins des années 70, de dérégulation financière, et c'est cette théorie-là qui va être fondatrice de ce qu'on va appeler après la corporate governance et le mouvement consistant à ce qu'on appelle la valorisation pour les, euh, les, les droits de propriété. Alors, pour que les dirigeants puissent, disons, euh, accepter cet nouvel état des choses, on invente, et les actionnaires inventent un mécanisme qui est fort connu maintenant, qu'on appelle le mécanisme des stock options, qui est de dire, bon, pour que les dirigeants s'y retrouvent, on va les motiver. Et on va faire en sorte que tout le travail consistant à valoriser les actions, eux aussi, soit récompensé. Et on va les récompenser de la manière suivante. On va leur donner à un prix convenu d'avance des actions. Et puis, quelques temps plus tard, si le montant des actions monte,
bien, ils ont la possibilité d'acheter les actions à un prix donné d'avance et les revendre immédiatement. Si le prix est inférieur au prix donné d'avance, bien, tant pis pour eux, ben, ils seront obligés de garder leur action et puis faire en sorte que la maximisation des profits soit réalisée. Alors pourquoi c'est une idée reçue? Et qu'on s'aperçoit que c'est une véritable fiction. Un, les actionnaires n'ont jamais été propriétaires d'entreprise, mais sont simplement propriétaires d'un bout de papier qui s'appelle une action, mais leur droit de regard sur la stratégie d'entreprise, la conduite d'entreprise n'a pas changé pour autant. Et puis, d'autre part, et ça, les travaux de recherche le montrent, les dirigeants ont en fait utilisé des stratégies de stock options pour leur intérêt et pas pour l'intérêt des actionnaires. Donc, d'une certaine façon, la réalité contredit cette idée reçue. Voilà la première idée. Et à votre sens, quelle serait l'idée que vous aimeriez voir, l'idée reçue, que vous aimeriez voir disparaître définitivement sur le capitalisme? Alors, il y en a une autre qui est assez intéressante, qui est de dire, en anglais on dit "There is no alternative". TINA. Alors ça on entend souvent. Hein. Bon, il faut faire avec. Faire avec. Alors là, je pense que on ne peut pas changer comme ça les idées. Hein. Les idées restent engrammées dans la tête des gens. Mais je pense que on est sur un moment, en ce moment, absolument formidable. Dans une double crise. À la fois une crise du communisme comme modèle concurrent au capitalisme, communisme d'État, hein, communisme d'État type Union des républiques socialistes soviétiques, c'est-à-dire un acronyme qui d'ailleurs dès le départ posait un énorme problème. La chute du mur de Berlin a laissé complètement effondrer cet acronyme, ce qui pose d'ailleurs problème au capitalisme, parce que le capitalisme avait cette chance inouïe d'avoir un modèle, en tout cas dans sa globalité, qui était concurrent, donc on pouvait utiliser cette concurrence pour justifier l'existence de l'autre système, ce qui n'est pas le cas maintenant. Ça, c'est le premier effondrement. Et le deuxième effondrement, qui a été rendu visible par la crise de 2008, mais qui était déjà latent, qui était déjà là, c'est l'effondrement du libéralisme comme théorie économique. Pourquoi? Parce que tout montre en fait que cette idée de liberté économique, cette idée de laisser faire est contredite par les faits. Je vais prendre juste un exemple, je le redéveloppe dans le livre, sur le capitalisme en France. Il faut savoir qu'il y a une concentration économique exceptionnelle. Vous avez 250 entreprises qui appellent les grandes entreprises, c'est-à-dire au-delà de 5000 salariés, qui représentent à peu près approximativement 30% du PIB. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 2 700 000 ou 800 000 entreprises. Donc un de mes collègues qui s'appelle Jean-Yves Gomez a parlé de l'effet Gulliver, c'est-à-dire que le libéralisme résonne comme si on était dans un monde de petits entrepreneurs avec 3, 4, 5 salariés qui jouent la carte de la liberté économique et qui sont là dans un esprit d'entreprise et de concurrence, etc. En fait, on est dans des logiques d'accumulation qui font que les grandes entreprises ne jouent pas du tout dans la même cour que les petites entreprises, mais se servent des petites entreprises pour justifier la théorie du libéralisme. Et là, je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer parce que dans ce double effondrement, il y a une possibilité d'une part,
un peu comme l'avaient fait les deux économistes américains dans les années 76, qui étaient un peu à l'origine de ce qu'on appelle la révolution conservatrice, repenser l'entreprise avec de nouveaux objectifs, c'est-à-dire une capacité à faire de l'entreprise simultanément une entreprise qui est capable de donner des salaires qui soient des salaires décents, mais en même temps une entreprise qui est capable de produire du bien public, et tout ça dans un équilibre possible. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas utopique, mais prendre comme idée reçue, il n'y a pas d'alternative, je pense, et d'un contresens par rapport à la situation existante. Jean-Michel Sossois, je vous remercie.